Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire part d'un petit retour d'expérience. Donc je suis appelé en astreinte pour un problème de température trop haute dans une chambre froide négative boulangerie, dans un petit supermarché. Et donc le client me dit par téléphone que la marchandise est décongelée et donc elle est perdue. Et donc on va voir dans cette vidéo qu'est-ce qui a provoqué le problème de température trop haute et la perte de la marchandise. Méga prise en glace. Donc là je vais le couper lui. Donc on est sur une chambre froide négative aux boulangeries. Donc le client vient de perdre toute sa marchandise parce que l'alarme cette nuit n'a pas fonctionné. Car manque de bol pour lui, la veille il a eu un paquet de coupeurs de courant dans le magasin et c'est un vieux système, donc c'est un boulet là, style d'Info CM2 là, et ça a flingué le modem. Donc plus de modem, pas d'envoi d'alarme. Et donc ce matin quand il est arrivé, donc c'est un samedi là, et bien la bouffe était décongelée. Donc là il y a un problème avec le déchiffrage. Donc ça c'est l'armoire électrique. Donc là j'ai l'impression que le disjoncteur il est pas là. Hein. C'est mal repéré encore une fois. Voilà, donc là la chambre froide elle est ouverte. Donc il y a une grosse prise en glace. Ouais, une prise en glace massive. Donc ça c'est parce que l'horloge de dégivrage, vous voyez là toute la glace là. L'horloge de dégivrage aurait mal fonctionné. Donc là ce qui est bon là, c'est que vous voyez rien n'est repéré. Donc là j'ai arrêté le compresseur, l'eau est froid, donc là on peut voir que ça avait vraiment pris en glace un peu partout là, donc j'espère que ça n'a pas flingué. Bon je pense pas à l'éclater. C'est le problème des prises en glace sur le négatif, comme il n'y a pas de bouteille anti-coup de liquide, et bien vous pouvez tout péter là. Donc le renvoi d'alarme n'a pas marché comme je l'ai dit parce que il y a eu plein de coupures de jus hier et ça a dû flinguer le modem, donc c'est un vieux système, hein. On n'est pas sur l'internet. Hein. Et donc là, je vais essayer de... Bon j'ai trouvé l'horloge de dégivrage. J'ai un collègue qui m'a dit qu'il avait changé mais il avait pris une épave dans son camion mais on dirait que ça marche pas. Donc je vais voir. Je vais voir ce que je peux faire, mais vu la prise en glace de l'évapo, je ne vais pas le dégivrer à l'eau, hein, je vais le laisser faire naturellement, parce que bon là le client est samedi, la marchandise est perdue. Donc lundi, il reçoit des palettes, donc lundi matin il faudra que quelqu'un vienne pour essayer de faire repartir le système là. En tout cas moi je vais essayer de voir au niveau... parce que je comprends pas, parce qu'elle n'a pas l'air d'être pourrie cette résistance là, cette horloge de dégivrage, elle a quand même l'air d'être en bon état. Je pense qu'il doit y avoir un problème électrique aussi. Parce que lorsque je l'ai mis en dégivrage, je vois qu'au niveau de l'évaporateur, les résistances sont toujours gelées là. Et vous voyez là le problème là, on est dans un cadre d'une vieille armoire et voilà, le repérage il laisse à désirer quoi. Il laisse vraiment à désirer, donc là je sais que c'est le compresseur, mais bon vous voyez là il marque compresseur, mais lequel? Parce que à côté j'ai une centrale. Donc on peut imaginer que là on a les ventilocondenseurs, donc ça serait les... Ouais non, ça serait le ventilocondenseur et ça serait les GV2 des moteurs des ventilateurs du condenseur. Donc là on peut voir il y a marqué dégivrage chambre froide négative, ventilation chambre froide négative, mais voilà laquelle? Parce que dans un magasin il y a toujours deux chambres froides négatives, quoi toujours. Il y a la chambre froide négative classique stockage et la chambre froide négative pour la boulangerie là. Quoi, le pain, les pâtisseries, tout ça là. Donc là j'ai l'horloge de dégivrage, là j'aurai le compresseur. Donc le compresseur il est toujours en demande, mais bon j'ai coupé le jus donc ça devrait aller. Là j'ai le ventilocondenseur, quand je le coupe, ça le coupe bien. Là on le voit là, il est en train de s'arrêter là. Donc ça c'est bon. Donc ça qu'est-ce que c'est ça? Ça je sais pas ce que c'est ça. Parce que là j'ai ventilation évap, donc ça marche. CC.
télécommande. Là j'ai un tampon anti-court cycle là. Et là résistance de dégivrage, donc là je vais foutre un coup de masse ampère-métrique. Mais bon là vous voyez c'est galère là. C'est galère là, il y a pas de. C'est mal repéré. Là on fait pas de miracle quoi. Donc là après le client bien sûr il fait un peu la gueule parce qu'il a perdu toute sa marchandise, donc ici qui va payer il me dit. Ah ouais, ça je sais pas. C'est comme ça. En plus là une fois qu'on arrête le froid ça. Voilà quoi. D'ailleurs ils auraient pu mettre un petit calorifuge. Bon allez. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Là on a 3 thermostats à l'ancienne. Donc celui-là de droite il est à 15 degrés. Donc ça devrait être le thermostat de fin de dégivrage. Donc il est dans l'évaporateur. Celui-là là qui est à moins 21, moins 22, ça serait le thermostat de régulation. La sonde qui pendouille là, ça serait le Denfos. Et ça là-bas ça serait le renvoi d'alarme. Donc le fin de dégivrage il est bien ici. La sonde d'ambiance elle est bien là. La sonde d'alarme elle est bien ici. Donc ça c'est bon. Alors après pourquoi les résistances électriques ne fonctionnent pas, il faut que j'aille voir au niveau de l'armoire. Au niveau de l'armoire, le schéma électrique c'est pas ça, hein, il n'y en a pas. Il y en a pas, s'il y en a un gribouillé, mais au niveau des disjoncteurs ça n'a pas l'air de correspondre. Donc voici le schéma électrique que j'ai là, mais ça correspond pas là, parce que j'ai l'évaporateur, la ventilation, tempo. Là j'ai un disjoncteur sur le condenseur, là on le voit là, c'est celui-là, c'est le ventilo-condenseur. J'ai pas mal de trucs qui font que j'ai même un disjoncteur sur les dégivrage et là on voit que ça correspond pas du tout, ça c'est un schéma de principe. Donc voilà, dans l'armoire il n'y a pas de schéma électrique, donc il y a eu pas mal de bidouilles. Hein, c'est-à-dire que la tempo anti-court cycle elle a été désactivée, là on peut la voir, elle est ici, là, vous voyez là, elle est là, donc les défils sont en dessous. Là cette merde là, je crois que c'est une tempo aussi là, c'est particulier là, les 10 ET70 c'est une vraie saloperie là, c'est une tempo mais des fois t'as ça sur les renvois de défaut, c'est la galère. Donc là on voit que ça va en 1 et en 2 on voit que dessous il n'y a plus rien, donc ça sert plus à rien. Donc ce que je pouvais constater avec cette tempo là, c'est que là vous avez un curseur là. Là vous avez un curseur. Donc là vous le voyez, là il y a marqué minutes. Voilà, j'ai coupé le jeu de la télécommande. Ça va de 1 à 60 minutes. Donc je connais pas ces tempos, mais elle était sur 60 et j'ai l'impression que ça c'est une tempo repos. Donc c'est une A1 34 70 pour la Rex. Mais là en première intuition là c'était sur 60. Quand je l'ai mis sur 1, j'entendais mon contact basculer là, mon contacteur basculer. Donc le contacteur ventilation chambre froide négative. Alors, bien sûr lorsqu'on est en dégivrage la ventilation doit s'arrêter. Mais par contre celui-là il ne basculait jamais les résistances de dégivrage. Donc obligatoirement quand il n'y a pas de schéma électrique on est obligé de faire du fil par fil. Hein. Bon, moi j'ai pas un disque dur donc je suis obligé de me faire mon cerveau, il a une mémoire on va dire limitée, je suis obligé de me faire un schéma parce que ça prend du temps et on a vite fait d'oublier le tenant et l'aboutissant des conducteurs électriques. Donc j'ai fait le schéma électrique là, donc on le voit là. Et donc là on voit que l'horloge, il y a un gros souci sur l'horloge, je l'avais vu là. On voit que l'alimentation, le commun c'est le 2, on voit que l'alimentation est mise sur le 3. D'accord. Donc sur le 2, donc le 3, donc sur le 2 là, le contact NC là, on va directement sur les ventilateurs évapo ici, donc là jusque là ça marche bien. Mais le gros problème c'est quand le contact bascule, donc le contacteur moteur du ventilo évapo bah, s'arrête, logique. Par contre les résistances de dégivrage ne fonctionnent pas. Et les résistances de dégivrage ça serait celui-là là. Donc il est là le contacteur dégivrage, donc quand je le suis là, donc là j'ai un câble de merde là, il n'est pas repéré, il y a des câbles qui sont repérés, d'autres qui sont pas repérés, donc c'est toujours important de repérer sur le câble son petit nom là, à quoi il sert. Vous voyez comme celui-là il a repéré le mec, la BP régulation, ça c'est bien. Donc là j'ai des câbles gris de merde, je sais pas où ça va, donc je suis obligé de deviner là. Sauf que là je suis en astreinte et c'est samedi là. En plus j'ai un autre dépêche qui m'attend. Donc là comme je disais là, lorsque le contact bascule là on peut voir que l'alimentation est ici. Donc obligatoirement si l'alimentation est sur le côté droit elle n'est pas au milieu. Donc si ça avait été au milieu le jus devrait passer comme ça. Comme ça, donc ça va être le thermostat dégivrage, fin de dégivrage. Comme ça et comme ça. Donc
Donc là, comme ça, c'est impossible que ça marche parce qu'il n'y a pas d'alimentation électrique. Donc là, je vais inverser la borne 2 et 3. Les conducteurs de la borne 2 et 3 et ça devrait le faire. Bon, là, j'ai fait l'inversion là sur l'horloge là. Donc là, ventilation, digivrage, c'est bon. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Digivrage, champ négatif. Donc ça, ben voilà, maintenant ce qui marchait pas fonctionne. Donc là, ce que je vais regarder maintenant, c'est la pince ampère-métrique si je lui passe. Donc là, on est à 8 ampères. Donc là, on voit qu'il est reparti en ventilation. Parce que là, on peut voir que il n'a pas fini son digivrage. Alors, comme on peut le voir sur l'horloge de digivrage, le petit triangle en haut à droite est toujours sur les cavaliers qui sont levés, donc le digivrage est toujours en cours. Mais on peut voir que le contacteur de puissance et résistance de digivrage n'est plus alimenté. Donc comme la température dans la chambre de digivrage est quand même relativement élevée, comme la production frigorifique est arrêtée et que la chambre froide est ouverte, et bien donc par le biais du thermostat de fin de digivrage, lorsque la température est atteinte, et bien ça coupe les résistances de digivrage. Donc là, on peut voir que la ventilation est repartie, ce qui est pas normal, hein, car on est toujours, d'après l'horloge, en dégivrage. Que les résistances s'arrêtent, ça peut être assez logique. Par contre, que les ventilateurs repartent, non. Donc l'horloge, on va le voir, a un problème. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la consigne compresseur à moins 23, parce que je veux voir que le compresseur s'arrête bien pendant le digivrage. Dans la chambre négative, j'ai remis le thermostat à moins 20, donc là on voit que le compresseur fonctionne. Je sais pas à quoi il sert celui-là, parce que les deux marchent en même temps. Peut-être le ventilo-condenseur, sûrement. Bon, allez. Donc là je suis plus en digivrage là. Donc là je tourne. Et là le compresseur devrait s'arrêter là. Donc tirage au vide. Tirage au vide par le biais du pressostat BP. Là il tire au vide. Ça va prendre un certain temps. Donc là je pense que cette merde là c'est pour temporiser la minutrice. Bon, je pense peut-être mal, il faut que je voie la doc. Donc là ce que je vois c'est que la ventilation s'est arrêtée, les résistances de digivrage se sont mis en marche. C'est bon là, donc voilà, donc c'était bien ça. Donc j'ai le collègue qui a changé l'horloge parce qu'elle était morte. Et en recablant l'horloge, il a inversé ces deux fils là et donc les résistances de digivrage ne fonctionnaient plus, donc une très grosse prise en glace. Donc là ça marche, ça marche. Enfin, donc ça, les résistances de digivrage sont en fonction, la ventile est arrêtée, ok. Donc là on est reparti en froid parce que donc en plus donc il y a un problème de câblage, ça je le voyais en tournant les aiguilles, mais en plus on voit que là j'ai mis sur 60 minutes, alors je sais pas comment ça marche, mais là je l'ai mis à 11h36, ça fait déjà 10 minutes que ça tourne. Là j'ai l'impression que ça tourne pas ça, j'ai l'impression que c'est mort, donc il a pris une horloge qui est dans son camion, qu'il a mise et qui était morte. Voilà. Donc là on voit que ça a bien digivré, donc ça marche toujours, hein. J'ai fait tourner le thermostat, on est aux alentours de, je crois encore de 0, il y a encore de la glace dans ce truc là. Donc je vais le laisser encore en marche forcée là, au niveau du digivrage. Donc là je vais préparer l'intervention pour changer l'horloge. Donc là je vais vous donner une astuce pour digivrer un évaporateur qui est pris en glace dans une chambre froide négative. Donc c'est quelque chose qui est bon à savoir lorsque l'on est débutant, car souvent lorsque l'on est débutant on ne sait pas trop comment
prendre une prise en glace, car en plus le milieu est dur, hein. Bon là, dans ce cas-là non, parce que la nourriture est perdue, donc la chambre froide est à température ambiante quasiment, mais dans une chambre froide négative où la nourriture est encore stockée à l'intérieur, bon, il fait peut-être moins 17, moins 18, moins 16 s'il y a une prise en glace, voire moins 15, mais il caille quoi. Alors lorsqu'on est débutant et qu'on sait pas prendre en compte une prise en glace, souvent on le fait à l'eau, donc ça c'est une erreur, en tout cas dans un premier temps. Ce qu'il faut faire avant de sortir l'eau, donc des fois on n'a pas le choix si les résistances sont mortes, mais si les résistances de dégivrage fonctionnent, il faut les mettre en marche forcée. Donc il y a plusieurs solutions pour forcer les résistances de dégivrage. Ici c'est facile, comme on peut voir sur la photo, en haut à droite, le thermostat, c'est le thermostat de fin de dégivrage qui est à 15 degrés. Donc là ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis à 30 degrés pour que les résistances marchent le plus longtemps possible pour faire fondre la glace. Donc il faut savoir que les résistances de dégivrage peuvent monter à des températures très élevées. Dans la vidéo froid 249, je mesure la température d'une résistance de dégivrage dans un bac négatif et on voit qu'elle monte jusqu'à 170 degrés. Donc vous imaginez bien que lorsque des résistances de dégivrage montent à des températures aussi élevées, comme elles sont dans l'évaporateur par conduction, eh bien la chaleur finit par dégivrer entièrement l'évaporateur. Le seul endroit où il va rester de la glace, où il va falloir utiliser de l'eau chaude, ça va être au niveau du détendeur thermostatique. C'est-à-dire que souvent sur le côté où il y a le détendeur, vous pouvez avoir sur les crosses et donc dans toute cette partie-là, un bloc de glace. Mais sinon dans l'évaporateur, il n'y a pas besoin d'eau. Bien sûr, si les résistances de dégivrage fonctionnent. Et donc après, si on n'a pas de thermostat de fin de dégivrage, eh bien il y a plusieurs solutions. Par exemple, on a un régulateur qui gère le dégivrage, mais quoi qu'il arrive, il y aura obligatoirement un contacteur de puissance, un km, un contacteur moteur. Et donc là, soit vous le forcez en faisant un pont en l'alimentant directement, ou soit on peut le voir, des collègues le font, bloquer le contacteur avec un tournevis, sachant qu'il y a quand même toujours une surveillance, hein, parce qu'on n'est jamais bien loin. Et qu'il n'y a pas de risque de griller une résistance de dégivrage car c'est sa fonction, c'est son boulot. Moi j'ai déjà vu des résistances de dégivrage fonctionner plusieurs heures suite à des problèmes sur justement le contacteur de puissance qui était resté bloqué. Et donc comme j'ai déjà dit, les résistances par conductivité de la chaleur, eh bien l'évaporateur chauffe et ça le dégivre entièrement, sauf la partie où il y a le détendeur. Donc cette technique permet de gagner énormément de temps parce que pendant que l'évaporateur dégivre, eh bien ça permet de faire autre chose. Bon, je rappelle bien sûr que pour dégivrer un évaporateur, il faut bien sûr couper la production au frigorifique, hein, c'est-à-dire couper le froid. Donc si c'est un poste, et bien soit on coupe l'électrovanne par le biais de la supervision. Si on peut pas accéder à la supervision, on débranche l'alimentation de la bobine de l'électrovanne ou on ferme la vanne de la ligne liquide de cet évaporateur là. Et donc là, la bouffe qui est dans la chambre froide, et bien ça va être, vous voyez, ça décongelé, donc ça va être jeté. Donc ça sera sûrement jeté lundi, car une fois que je vais faire l'intervention, je vais la remettre en froid. Comme ça le client pourra voir si lundi elle est prise en glace ou pas. Donc en principe non. Hein. Et voilà. Donc là lui, il a un problème avec sa renvoi d'alarme. J'ai l'impression que le modem d'une Infos a cramé et donc le magasin n'est plus sur surveillance au niveau des températures. Là on voit qu'elle tourne pas, hein. Ou alors c'est une tempo. Ouais mais non, ça doit tourner. Bon ça je vais la virer cette merde d'horloge là. Je vais mettre une horloge classique, hein, ça au moins ça marche bien. Et puis voilà, donc là il faut pas se faire niquer. Je vais contrôler qu'il n'y ait plus de jus, tout ça, je vais bien repérer les fils pour pas me planter et puis voilà. Donc voilà, donc là j'ai raccordé l'horloge. Le seul truc qui va pas, c'est que j'ai les câbles, ils sont trop courts. Donc faut savoir que moi là où je bosse, j'ai du mal à avoir du matos, hein. Donc là, vous voyez, il y a pas, ça manque d'embout, là c'est un peu dégueulasse. Mais surtout j'ai du conducteur, mais j'ai que du rouge. Donc là le bleu me fait chier. Donc comme je n'ai pas de bleu, je vais le laisser pendouiller comme ça, hein, en mode clochard. Mais voilà, il faudra revenir, finir l'intervention. Parce que là, je vais hors de question que je mette du rouge sur du neutre. Hein. Là, faut pas déconner, hein, je suis sympa, mais à un moment donné, voilà quoi. Hein. Donc je vais laisser ça comme ça, vraiment ça fait clochard. Hein. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, hein, il y a beaucoup d'entreprises où on a du mal à avoir du matos, et puis il y a des entreprises en difficulté financière, donc voilà, il faut s'adapter, hein, malheureusement. Hein. Donc là, c'est de la merde ce que je fais là. C'est du provisoire. Hein. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre l'horloge. Je vais remettre l'horloge et puis voilà quoi, je vais faire les tests. Donc là nickel, on est parti en froid, d'accord. Donc là le pointeau il est ici, là, le repérage là. Donc là j'ai mis mes 4 digivrages, 45 minutes.
Donc là, la ventilation fonctionne, le résistance de givrage ne fonctionne pas, donc c'est normal, je suis en production froid. Les deux contacteurs, compresseur, condenseur sont en fonction, ok, tout ça c'est bon. Donc là je fais du froid là. Donc là maintenant on va simuler le digivrage. Donc là je vais tourner la flèche là. Voilà, là j'y suis là. Là je suis en digivrage là, qu'est-ce qui se passe? Le compresseur tourne toujours, il tire au vide par le biais de processus ABP. La ventilation s'est arrêtée. Le digivrage est en train de s'effectuer. Nickel. Là j'attends que le compresseur s'arrête. Il va s'arrêter bientôt. Vous voyez là, si j'avais eu le matos, là j'aurais pu finir là. Mais non, j'ai pas le matos, donc je vais pas finir. Donc les compresseurs sont arrêtés par le biais de processus ABP. Là je suis toujours en digivrage, nickel. Donc là je vais continuer le fonctionnement, là je vais le forcer là. Voilà, et là la ventile s'est remis en marche, le digivrage ok, nickel. Là tout est bon, là tout est bon. Ok, tout est reparti là. Alors lorsque je dis que tout est bon, c'est par rapport au câblage électrique existant. Car comme on peut le voir sur mon schéma électrique que j'ai relevé donc en fil par fil, hein, donc c'est quelque chose qui est assez long, j'ai dû mettre 1 heure pour faire ça. On peut voir que la tempo anti-cycle ne sert strictement à rien car un gars a débranché un des fils, quoi, le fil qu'il y avait en haut on le voit là, donc à droite là où il y a la flèche, et elle l'a mis en bas, donc est-ce que ça a été fait parce que la tempo est morte? Je ne sais pas. Donc ça c'est la première chose à savoir. La deuxième chose, c'est que lorsque la production frigorifique repart après la fin d'un digivrage, il y a une temporisation sur la remise en marche du ventilateur, et on peut le voir, là je l'ai montré au début, c'est la tempo 10 là, c'est ce que j'appelle une saloperie parce que j'ai eu des problèmes avec ce type de contacteur auxiliaire très particulier, c'est vraiment du matériel très spécifique, et donc là on peut voir que la DIL elle est en bas à gauche là, sur mon schéma là où il y a la flèche, et on peut voir que elle ne sert strictement à rien car je l'alimente en 1 à 2, mais au niveau de ces contacts NO-NC il n'y a pas de conducteur qui y passe, et donc on peut voir sur ce schéma, donc au début de la vidéo j'appelais ça un schéma de principe, en réalité c'était pas un schéma de principe, hein, c'était vraiment le vrai schéma, mais comme il y avait beaucoup de modifications au niveau du circuit électrique, je me suis dit il y a un bug quoi. Donc là on peut voir que la DIL on la voit au milieu là où il y a la flèche, il y a bien la tempo qui est prise en compte, et on voit que la tempo est bien juste à droite, il y a le contacteur moteur du ventilateur. On voit bien aussi au niveau du compresseur qu'il y a la tempo anti-court cycle. Donc voilà. Alors la question, pourquoi ça a été débranché? Aucune idée. En tout cas, moi, lorsque je suis arrivé, donc le client me disait qu'avant sa chambre à froid négative marchait très bien et qu'il n'y avait pas de prise en glace. Donc c'est ça le plus important lorsque l'on est frigoriste, c'est que sur une négative, il n'y ait jamais de prise en glace, parce que comme j'ai déjà dit, faire une prise en glace sur une négative, c'est quand même la misère, surtout si les résistances électriques sont mortes. Alors là, c'est le cauchemar. Donc là, comme il n'y avait pas de prise en glace, j'ai laissé le câblage électrique comme il était avant. Donc à noter, donc vous voyez ce schéma de principe hein, qui est pas trop mal, sauf au niveau de la représentation de certains contacts là, au niveau des NO-NC, il est quand même très important pour un frigoriste débutant, surtout si vous faites des entretiens d'embauche, d'avoir ce schéma électrique dans la tête, parce que il y a une question qu'on peut vous poser lorsque vous faites un entretien d'embauche. C'est par exemple une mise en situation, c'est-à-dire que vous arrivez sur une chambre froide négative, le régulateur vient de lâcher et on va vous poser la question: comment est-ce que vous faites pour faire repartir cette chambre froide négative avec un thermostat et une horloge de dégivrage? Là vous avez le schéma devant les yeux, on peut même vous demander de rajouter un thermostat de fin de dégivrage. Donc pour la petite anecdote, hein, moi donc je suis débutant, j'ai fait une formation de monteur dépanneur frigoriste à l'AFPA et donc j'avais 0 expérience en froid commercial. Bon, bien sûr, j'avais d'autres expériences professionnelles qui ont pu intéresser l'employeur. Et donc, on m'a posé cette question-là. Donc, j'ai su répondre. Et donc, j'ai percuté assez vite parce que c'est aussi très important lorsqu'on vous pose des questions professionnelles, c'est de pas hésiter. Hein, parce que lorsque vous êtes un professionnel, parce que si vous hésitez, eh bien, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas votre sujet. Et donc, au niveau de l'entretien d'embauche, tout de suite, ça va vous faire perdre des points. Sachant qu'il y a beaucoup d'entreprises
qui ne forment plus les débutants, c'est-à-dire que prennent le frigoriste, ils lui donnent les clés du camion et tout seul en avant quoi. Si l'employeur, c'est-à-dire le gars qui fait le responsable technique qui fait le recrutement, on voit que déjà là-dessus le gars a du mal, ça veut dire que pour le reste ça va être tendu quoi. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de bien étudier ce schéma et d'être capable de le restituer à la demande. Bien sûr, en entretien, on vous posera d'autres questions, hein. Il y a encore plein de choses à savoir. Donc là, ce que je vais faire, c'est remettre en production froid, parce que là, tout ce qu'elle a pris dans la gueule au niveau du givrage, ça devrait le faire. Donc là, je vais la mettre... ouais, je crois que je peux pas aller en arrière. Alors, je vais couper la télécommande, là. Je vais la mettre à l'heure. Donc là je l'ai mis à 12h15, parce que ouais, 12h15, donc là je vais aller faire les papiers. Donc si cette horloge fonctionne bien, eh bien je devrais être à 12h30, voilà, ça devrait tourner. Donc voilà. Je me suis planté là. Là en réalité le digivrage il doit être à minuit là, et là il est pas à minuit là. En bas là. Pour moi il est... Voilà. Bah si, je suis niqué, ouais. C'est bizarre. Donc en bonus, ben, voici une petite centrale froide pour compresseur d'un petit magasin quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on voit là? Le niveau d'huile il est bas ici. Les régulateurs au niveau d'huile, il y a de l'huile. Ça a l'air d'être beau. Là, on voit que les soupapes ont été changées. Même la vanne qu'on voit là. Alors, il y a l'air d'y avoir du fluide là. Limite. C'est reparti, le client est vidé la benne et puis voilà. Mission accomplie. Alors dans cette intervention j'ai appris un truc, donc comme je l'ai dit, le renvoi d'alarme d'après le client n'avait pas fonctionné, donc lorsqu'il est arrivé, tout était décongelé. Donc au moins le jour où je suis arrivé, donc j'ai réglé mon problème d'horloge et de prise en glace. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir au niveau du Danfoss M2 et j'ai appelé l'alarmiste pour savoir quand est-ce qu'il a vu la dernière alarme. Sachant que donc le vendredi, un collègue était intervenu pour différents problèmes et avait créé donc des alarmes, hein, mais elles s'étaient produites que le vendredi. Donc là sur cette photo, on peut voir le modem qui est utilisé par le Danfoss M2 pour renvoyer les alarmes. C'est un modem en 56K, ça ne rajeunit pas. Comme moi ça me rajeunit pas, hein. J'utilisais ce type de modem quand j'allais sur internet en 2001, donc c'est plutôt jeune, mais c'est une technologie qui est encore utilisée en 2016. Et donc le collègue le lundi je le vois, quoi, plutôt le mardi, et il me dit que le modem fonctionne bien, le renvoi d'alarme fonctionne bien. Donc là je suis là, je comprends pas trop. Donc là comme on peut le voir là sur l'écran, on peut voir que le Danfoss M2 a un affichage rouge, donc ça veut dire qu'il y a un problème de température trop haute quelque part sur un poste. Donc on peut lire différentes choses, hein. 9h18 le 15, retour à Lim M2 B2, présence modem pareil 9h38, donc le client m'a dit qu'il y avait des coupeurs d'électricité. Et là on peut voir surtout là que le 15 à 10h38 arrêt sirène et à 11h09 le 15 arrêt sirène. Donc j'ai appris, d'après ce que j'ai pu apprendre, hein, parce que moi là je suis en auto-formation, hein, je découvre, j'ai pas appris ça en formation, que lorsque l'on acquitte un défaut sur le Danfoss M2, et bien même si l'alarme est toujours présente, ce défaut restera acquitté toute la journée, c'est-à-dire que si l'alarme est toujours présente, le défaut réapparaîtra à minuit 1. Car il faut savoir qu'il y a des supervisions, tant que le défaut est présent, on ne peut pas quitter. Donc s'il y avait un défaut, donc l'alarmiste
Donc la télésurveillance appelle le client pour lui dire qu'il y a un problème. Donc le client, qu'est-ce qu'il fait? Il acquitte le défaut. Donc le défaut n'est plus renvoyé à l'alarmiste, même s'il est toujours présent. Et si le client passe à autre chose, je sais pas, moi il rentre chez lui, il a oublié, il pensait que c'était une fin de dégivrage qui avait été un petit peu trop longue, eh bien le défaut n'est plus renvoyé à la télésurveillance. Sauf lorsque l'on passe au jour d'après, donc c'est-à-dire lorsque l'on passe minuit. Donc c'est là où c'est bizarre parce que théoriquement à minuit 1, vu que le défaut était toujours présent, vu qu'il y avait une prise en glace massive, l'alarmiste aurait dû appeler le client pour lui dire qu'il y avait un problème dans son magasin, ce qui n'a pas été fait. Après, je connais pas les tenants et les aboutissants, mais bon, c'est pour dire que lorsqu'il y a une alarme et qu'on acquitte l'alarme sur cette machine-là, l'alarme disparaît, même si elle est toujours présente, jusqu'à temps que on change de jour. Si l'alarme est toujours là, en principe, la télésurveillance devrait recevoir le défaut. Donc voilà pour cette petite vidéo et ce petit retour d'expérience. Donc si vous avez des compléments d'informations à apporter sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires sous la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. À bientôt pour une prochaine vidéo.